Imagemo. 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 Bonjour, c'est Marie Lalonde au micro d'Imagemo à voix haute, épisode du 15 mars 2026. Toujours très heureuse de donner la parole à des créateurs, des créatrices qui écrivent et illustrent les livres pour enfants et les jeunes, à des enseignants, des enseignantes qui mettent la littérature jeunesse au cœur de leur enseignement, ainsi qu'à des artisans qui œuvrent ardemment dans les milieux littéraires et dans les coulisses de la chaîne du livre jeunesse. Aujourd'hui, en seconde partie d'émission, on rencontre Marie-Josée Lompré, qui enseigne en milieu très particulier à des enfants qui sont hospitalisés pour de longs séjours. Elle a travaillé notamment avec Grégoire Laroche, l'auteur du livre Les mystérieux toutous. Malheureusement, Grégoire est décédé en novembre dernier. On en parle donc avec Marie-Josée et avec ses parents, Mathieu Laroche et Évelyne Lemay. Une rencontre, vous vous en doutez bien, remplie d'émotions. Mais d'abord, en première partie, on parle avec l'autrice Natacha Boutillier et l'illustratrice Camille Lavoie, entre autres de leur livre Samy et moi, qui aborde avec délicatesse la réalité d'un adulte qui vit avec la déficience intellectuelle. Et c'est Katia Courteau de la librairie Le Port de Tête qui nous présente ses coups de cœur de libraire. Encore une fois, tout plein de livres et de choses à découvrir sur la littérature jeunesse. Dans les coulisses du livre. Dans les coulisses du livre, c'est le moment de l'émission où on rencontre des gens qui font les livres jeunesse. Aujourd'hui, je reçois l'autrice Natacha Boutillier qui est avec nous, mais même à distance. Bonjour Natacha. Bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous. Très, très plaisir, nous aussi. Et en studio, je reçois l'illustratrice Camille Lavoie. Bonjour Camille. Bonjour Marie. Je vous présente rapidement aux auditeurs et aux auditrices, mesdames. Natacha Boutillier, vous vivez en Montérégie depuis toujours. Mm-hmm. Vous êtes, dans l'ordre ou le désordre, là, vous choisirez, maman de 2 adolescentes, autrice jeunesse depuis 2022, enseignante depuis une vingtaine d'années et plus récemment enseignante ressources à l'école Sainte-Clotilde, où vous avez étudié vous-même. Vous offrez, ça c'est vraiment très particulier. Vous offrez des animations dans les écoles via le programme La culture à l'école et vous faites également partie de la nouvelle plateforme Catapulte pour les artistes de la Montérégie. C'est un outil qui aide à planifier et à réaliser des activités culturelles avec les jeunes dans un contexte éducatif ou récréatif et je vais mettre le lien pour que les gens puissent aller voir de quoi ça a l'air. Excellent. Camille Lavoie, vous êtes illustratrice et artiste multidisciplinaire. Vous avez une maîtrise en multimédia de l'UQAM. Vous avez illustré une quinzaine de livres pour la jeunesse. Vraiment 15? Ben peut-être plus que ça. Non, je sais pas. Mais au moins 15 en tout cas. Des albums, des romans et même un conte musical. Vous résidez et vous travaillez à Montréal, dans le quartier Rosemont-Petite-Patrie, où se trouve d'ailleurs votre espace de création et de réflexion, le Studio Blanc. Et je vais mettre ça aussi, le lien, sur notre page web. Vous aussi, vous animez des ateliers et vous enseignez. Et on vous reçoit aujourd'hui toutes les deux pour parler tout particulièrement de l'album Samy et moi, qui est paru en septembre dernier aux éditions de La Bagnole, pour lequel vous avez collaboré toutes les deux. Dans cet album, qui est magnifique, on découvre la réalité d'un adulte qui vit avec une déficience intellectuelle via les yeux de son filleul, un petit garçon. Natacha, je l'ai dit tantôt, vous écrivez depuis 2022, vous avez publié un premier roman jeunesse dont le titre est « C'est pas vrai ». C'est le premier tome de la série Raphaël chez Andara qui s'adresse à des lecteurs adolescents. Pourquoi avez-vous choisi d'aborder le thème de la déficience intellectuelle adulte? En fait, ça s'est fait vraiment de manière naturelle parce que moi, la déficience fait partie de ma vie depuis toujours. En fait, moi, je suis la petite sœur d'un frère qui a une déficience intellectuelle qui s'appelle Samuel. Donc, c'est lui vraiment qui m'a inspiré cette histoire-là. Donc, Samy, dans l'histoire, c'est mon frère, en fait. Et puis, le jeune enfant qui parle de son parrain, ben c'est ma fille, en fait, qui a son parrain. C'est mon frère Samuel qui est le parrain de ma fille. Donc, je me suis
vraiment inspirée d'une personne qui me tenait à cœur. On enseigne ça à l'école, nous, comme première technique, là, souvent d'auteur, de parler d'une personne qu'on aime. Donc, je suis vraiment partie, c'est venu tout naturellement, vraiment spontanément, d'un premier jet. Cette histoire-là est née très rapidement parce que c'est un thème qui me touchait vraiment de très près. Très personnellement, oui, c'est ça. Donc, Samy, c'est Samuel, c'est votre frère. Exact, oui. Il était très content d'ailleurs d'être à l'honneur dans un livre. Oui, hein? Et comment s'est fait le choix du format d'un album pour les plus jeunes pour l'écriture de ce livre-là? Ben en fait, j'ai toujours rêvé, comme vous l'aviez dit, moi j'ai écrit des romans, puis l'album jeunesse, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans mon travail d'enseignante. Donc, je rêvais d'écrire un album jeunesse. Puis, en fait, le nombre de mots qui est dans cet album-là, il y en a pas beaucoup, en fait. Non. Mais chacun son porteur. Ils véhiculent beaucoup de choses. Donc, le support de l'image était vraiment essentiel pour apporter une plus grande portée, en fait, aux mots. D'où l'importance de choisir un album, en fait, pour supporter le texte. Oui, et d'où l'importance de choisir un illustrateur ou une illustratrice qui va bien comprendre. Camille, comment s'est fait le jumelage avec vous, Camille Lavoie? Si ma mémoire est bonne, je connaissais pas du tout Natacha. J'ai été contactée par les gens de la Bagnole qui ont, je pense, trouvé que mon style collait bien à l'univers de cet album. Oui. Et ben voilà. Et qu'est-ce qui vous a inspiré pour les illustrations de cet album-là, pour notamment le choix des couleurs, des textures, des techniques que vous avez utilisées? Bien, je vais d'abord parler de la première chose que je fais, mais je pense que la plupart des illustrateurs fonctionnent comme ça. Là, quand on reçoit un texte, c'est de développer les personnages. Et ça a été assez compliqué pour moi au départ parce que je voulais pas que ça soit une caricature de personnes déficientes intellectuelles avec des traits grossiers, tout ça. Jusqu'à temps que j'arrive à ce personnage qui pour moi est un grand enfant. Oui. Sans jamais avoir vu Samy, sans jamais avoir parlé à Natacha. Et quand j'ai rencontré Samy en vrai, ça collait complètement au garçon, qui est vraiment un grand bonhomme, un grand enfant. Qui rit tout le temps. Oui, il est charmant, vraiment. Moi, je l'ai vu dans une vidéo promotionnelle là, lors d'un lancement que vous avez fait. Là, c'était vraiment quelqu'un d'adorable. Et donc, revenons donc aux techniques, aux textures. Bien, depuis quelques années maintenant, je travaille avec une technique d'aquarelle électronique ou je sais pas si c'est le bon terme, en tout cas, je travaille sur iPad. Puis, à force de recherche, je suis arrivée à un rendu qui est très proche de la réalité, même si c'est pas, ça n'a peut-être pas toute la sensibilité d'une vraie aquarelle, mais j'arrive à quelque chose qui me plaît en intégrant des sortes de papier, certains pinceaux, tout ça. Sinon, pour la palette de couleurs, je travaille très instinctivement les univers. Je pense que je suis assez sensible au monde des couleurs et que ça vient naturellement. Là, il y avait toute une scène dans l'eau que j'aimais particulièrement avec le petit-neveu qui saute dans l'eau, qui s'amuse. Fait que j'ai l'impression que c'est à travers la piscine et l'eau, les jeux dans l'eau que je me suis approprié les palettes de couleurs. Je fais beaucoup de natation et je regarde beaucoup les couleurs dans l'eau de la piscine. Ah oui, puis le bleu, effectivement, ça donne une douceur qui rend bien les mots du livre aussi. En tout cas, il y a une correspondance, vraiment. C'est vraiment intéressant. Et soit dit en passant, le bleu est la couleur préférée de mon frère. Bon, ben là, tout est dans tout. Il y a ses yeux bleus aussi, que j'avais fait bleu sans savoir, en fait. Ah, ça, c'est formidable. Dans la dédicace, Camille, justement, vous évoquez vos voisins, les Compagnons de Montréal. De qui il s'agit? Les Compagnons de Montréal, c'est dans un magnifique bâtiment sur la rue Saint-Vallier, qui est la rue que j'habite depuis 30 ans, qui appartenait auparavant aux franciscaines. Et quand les franciscaines sont parties à Baie-Saint-Paul, parce qu'il y avait de moins en moins de religieuses, on avait tous un peu peur que ça se transforme en condo, mais grâce à notre maire d'arrondissement, il a réussi à garder la vocation communautaire. Et donc, aujourd'hui, ce sont des personnes déficientes intellectuelles qui habitent cet endroit-là et dans lequel il y a toutes sortes d'activités. Puis le vendredi, il y a des personnes qui viennent d'autres centres pour la
la danse du vendredi. Il y a comme une discothèque. Fait que là, on voit les taxis arriver. Ça, c'est fort sympathique. Donc, je trouvais ça important aussi que pour les enfants du quartier ou pour que les gens ils sachent qu'il y avait ça dans notre village. Ils font partie de la vie, effectivement. Oui. Oui. Ah, c'est intéressant, ça. Natacha, vous abordez dans plusieurs de vos livres des thèmes qui touchent les jeunes. La gestion de l'anxiété, le trouble du spectre de l'autisme, la déficience intellectuelle, la différence. Moi, j'aimerais ça que vous me parliez de ce mot-là, la différence. Pensez-vous que c'est important de mettre l'accent sur les différences et pourquoi? Ben en fait, c'est drôle que vous disiez ça parce que jamais dans le livre, il s'est nommé la différence de Samy. Donc, en fait, c'est souvent un concept, des fois un peu plus adulte aussi. Les enfants voient ça, ils remarquent des choses, tu sais, c'est pareil ou différent. Ou c'est pas tant de mettre l'accent sur la différence, mais souvent, je pense que c'est par justement la différence, des fois, fait peut-être peur quand on sait pas, tu sais, à quoi s'attendre. Puis c'est d'en parler, en fait, pour démocratiser tout ça, sensibiliser les jeunes. Donc oui, mais même si on est différents, on se ressemble tous au fond aussi en même temps. C'est une espèce d'unité de, oui, moi, je suis différente pour quelqu'un, mais je suis différente pour plein de gens, mais on est pareil aussi sur plein d'autres points. Donc, je pense qu'il y a ça aussi au-delà de la différence, c'est de voir aussi qu'est-ce qui rassemble. Puis c'est très beau dans le livre de voir, mon parent est comme ça, puis lui, il fait des choses à son rythme, puis moi, je vais plus vite, puis c'est correct. Donc, d'accepter un peu aussi ça, les différents rythmes, que ce soit d'apprentissage ou peu importe. Puis veut pas, étant une sœur aussi d'une personne qui a une déficience intellectuelle, j'ai toujours été sensible à ça, puis en tant qu'enseignante aussi également. Oui, mais c'est intéressant, le mot différence, il est utilisé beaucoup par la majorité qui se distancie, effectivement. Oui. Puis oui, je trouve ça, j'aime bien votre explication. De quelle manière, au singulier ou au pluriel, le lien créé avec votre frère Samuel et votre dynamique familiale, vous en avez parlé, ont-ils contribué à votre choix de carrière d'enseignante? C'est clairement lié, c'est sûr. Moi, je viens d'une famille d'enseignantes, là, donc ma mère est enseignante au secondaire. Oui. J'ai plusieurs de mes tantes aussi, oui, qui étaient enseignantes. Donc, c'est une carrière là, qu'on avait beaucoup dans la famille. Mais au-delà de ça, toute jeune, moi, j'avais tellement hâte, j'étais tellement contente d'apprendre des choses à mon frère parce que je voyais qu'il était plus lent à apprendre certaines choses, alors que moi, j'étais la plus jeune à la maison. Donc, je voulais lui apprendre des choses. Donc, déjà, ce souci-là de vouloir faire apprendre, c'était quelque chose qui était en moi, puis que c'est sûr que ça a eu une incidence sur mon choix de carrière, c'est évident. D'accord, vous avez baigné là-dedans dès le départ. J'ai lu ça quelque part, vous dites qu'écrire, c'est maintenant un loisir pour vous, que dès que vous avez du temps, c'est ce que vous faites. Est-ce que c'est toujours un loisir? Est-ce que ça devient aussi une carrière? Éventuellement, oui, c'est sûr que j'aimerais ça que ce soit une carrière dans le sens que là, je peux faire les deux. Là. Moi, je travaille dans le fond à 80%, donc j'ai du temps quand même aussi pour écrire. Mes enfants sont plus âgés, donc j'ai plus un petit peu de temps là pour m'amuser avec les mots. Mais ça demeure un travail. C'est sûr que moi, je dis que c'est dans le fond un loisir, oui, mais c'est très exigeant aussi comme travail. Là. C'est sûr de retravailler un texte, de relire ça, de le revoir, de fignoler des phrases ou des mots. Donc, c'est un travail en soi auquel on peut se consacrer vraiment complètement. Éventuellement, peut-être, quand je serai un peu plus à la retraite ou en tout cas, j'aimerais ça, c'est sûr, parce que j'ai pas fini de raconter des histoires puis de jouer avec les mots. C'est ce que je veux faire aussi, ce que j'aime promouvoir en classe, la joie de jouer avec les mots. Bien, je vous le souhaite, puis on se le souhaite nous aussi. Oui. Camille, j'ai lu ça aussi quelque part. On vous demande quand et pourquoi vous aviez décidé de vous consacrer à la littérature jeunesse. Et votre réponse, c'était le jour où j'ai compris que je n'avais pas à choisir entre les mots et les images. Expliquez-moi ça. Je me demande où vous avez lu ça, mais c'est tout à fait cohérent avec... C'est une bonne question. C'est dans un des textes que j'avais pour me préparer. Oui. Ouais, vous êtes bien préparé. C'est très cohérent avec qui je suis. Je vais vous faire deux réponses. Il y a une réponse, en fait, après une jeunesse, disons, tumultueuse, j'ai décidé de faire un retour à l'école à l'université, sans savoir... comment ça marchait, c'était quoi un syllabus, c'était quoi les programmes. Puis j'ai vu
certificat en littérature jeunesse. Oh, oui. Et là, je me suis dit, mais oui, là, il y a les mots et les images. J'avais déjà fait une bande dessinée très jeune. Donc, je me suis dirigée vers ça. Par ça, ça a été tout un cheminement, là. Et je réfléchis plus profondément à cette question, puis je pense que c'est vraiment de ne pas avoir à choisir entre mon père et ma mère. Oh. Ma mère étant enseignante de littérature d'origine française, hyper amoureuse des mots, qui lisait le dictionnaire, etc., etc. Et mon père, qui vient de Charlevoix, est un géologue, que j'ai beaucoup regardé dessiner des plans, des cartes, et il était comme les Québécois. Finalement, on est des gens de peut-être moins de mots, moins bavards, je dirais, particulièrement chez les Autochtones aussi. Donc, bref, j'ai l'impression que peut-être inconsciemment, il y a de ça. Oui. Ouais, parce qu'il y a l'amour des deux, là. Il y a les deux, c'est ça. C'est intéressant, ça. Et quels sont... Je vous prends, mettons, dans des mots-clés, là. Qu'est-ce que c'est les valeurs, les thèmes? La question s'adresse aux deux. Les valeurs, les thèmes qui vous lient toutes les deux dans vos espaces ou vos univers créatifs respectifs. Commençons par la première qui veut se lancer. Mais en fait, je trouve... Natacha. Natacha. Non, ça peut... En fait, c'est parce que je trouve que Camille est très sensible. On sent une sensibilité dans son... l'ouverture aussi. Moi, j'ai senti ça aussi beaucoup, l'accueil de l'autre. Donc, je pense que dans ça, on se rejoint possiblement. Oui, tout à fait. Ben oui, je crois que ça résume bien ce qui nous unit. On se connaît pas tant que ça non plus, mais effectivement, il y a sûrement cette sensibilité, l'amour du prochain. J'ai beaucoup aimé ce que tu disais par rapport à la différence, parce que moi aussi, ça m'irrite en quelque part. Peut-être parce que j'ai été moi-même marginale et que je peux parler à n'importe qui, là, qu'il soit un clochard ou un premier ministre, je n'ai pas de différence. Donc, l'ouverture, c'est quand même important. Natacha, Camille, il nous reste 2 minutes et c'est la tradition à Images et mots à voix haute. On demande aux invités de nous proposer c'est le piège, de leur coup de cœur littéraire jeunesse. Est-ce que vous avez une suggestion pour nous? Débutons avec Natacha. J'en aurais plein. C'est très dur comme question parce que j'en utilise beaucoup, moi, dans mon enseignement. Oui. J'ai arrêté mon choix sur L'étonnante maison de Madame Victoria, qui est publiée chez La Bagnole. J'ai vraiment aimé la façon dont les images étaient faites, donc très en contraste, très coloré. Le jeu de mots aussi, donc le sens propre, sens figuré, les rimes, la musicalité, puis un thème de l'architecture qui n'est pas tant exploité. C'est rare. Donc, avec des jeunes, je trouvais ça intéressant, en fait, d'utiliser ça avec les enfants. Excellente suggestion, qui est sur la liste du prix des libraires 2026, d'ailleurs. Ah, yeah! Ouais. Et Camille, votre suggestion? J'ai comme Natacha, c'est difficile de faire un choix, mais ce qui me vient spontanément, c'est le livre Fragile, qui est un magnifique livre de Philippe Delerme avec les illustrations de son épouse, Martine Delerme, je crois. Des petites aquarelles très, très fines, et il y a tout un aspect philosophique. C'est des livres... comment je pourrais dire j'y reviens souvent. Oui, hein? Mais il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres, puis vous m'en aviez suggéré 2 autres. Oui. Le livre aspirateur de Boisvert et Enzo, et Marguerite et la métaphysique. Je mettrai les liens aussi sur le site. Merci. On va retrouver ça, donc. J'y mettrai aussi un autre lien, parce que je viens de faire la lecture commentée de votre album Samy à l'émission Marie raconte, et la consultation en ligne de cet épisode-là est disponible jusqu'au 16 mars. Ça, c'est disponible depuis le 1er mars, mais là, c'est disponible jusqu'au 16. Alors, dépêchez-vous d'aller écouter ça. Je vous remercie, Natacha Boutillier et Camille Lavoie, pour cette rencontre. Merci pour la bienveillance, la douceur, l'ouverture dont vous faites preuve dans vos mots et dans vos créations visuelles. On a bien besoin de ce genre de beauté. Au plaisir de vous lire encore, mesdames. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Allô, je m'appelle Édouard, j'ai 10 ans. J'aime lire parce que j'ai l'impression que je me téléporte dans un autre monde et que j'ai plein d'aventures. Je m'appelle Malcolm, j'ai 11 ans, puis j'aime les livres qui parlent de comédie, d'action, comme L'Agent Jean et Mini Jean aussi.
La chronique coup de cœur des libraires. On accueille maintenant Katia Courteau, libraire jeunesse à la librairie Le Port de Tête, située sur Mont-Royal à Montréal. Bonjour Katia. Bonjour Marie. Et Katia, en plus d'être libraire jeunesse, vous collaborez comme chroniqueuse à l'émission Au livre, etc. Oui. Avec Lilia Hassen, ouais, oui, qu'on peut trouver sur Radio-Canada Audio. Et vous animez des heures du conte le plus souvent possible. Oui. Très, très heureuse de vous retrouver cette année encore pour une autre chronique où vous nous présentez vos coups de cœur de libraire. Quelles sont vos suggestions aujourd'hui, Katia? Alors, j'en ai pas une, pas deux, mais trois suggestions. On se gâte. Oui, de la fiction et aussi un documentaire. Et je commence donc avec la fiction. 2 albums. Le premier est La forêt de Dolène, écrit par Agnès de l'Estrade et illustré par Valeria Docampo. On les connaît, oui, c'est un couple qu'on connaît, ça. Absolument, un duo remarquable qui a été remarqué, entre autres, par la grande fabrique de mots que je pense que vous connaissez. Tout à fait. Encore une fois, publié chez Alice Jeunesse, ce duo nous revient avec une histoire d'une douceur, avec des péripéties, avec de l'émotion. Alors ici, dans la forêt de Dolène, on rencontre les habitants d'une forêt millénaire où ils ont toujours vécu en harmonie, dans le respect de la nature. Et qui est ce fameux Dolène? Alors, c'est celui qu'on voit en page couverture qui est magnifique. C'est un dragon fabuleux, d'une beauté inouïe. Vous vous souvenez peut-être de ce fameux Falkor dans le film L'Histoire sans fin? Tout à fait. Alors, imaginez Falkor et toute sa douceur, sa bienveillance, mais sur le dos, en plus, avec une végétation bleue et verte. Wow. En fait, oui, parce que Dolène, c'est un dragon protecteur des habitants, mais aussi de la nature. OK. Et un jour, Dolène part au-delà des nuages pour implorer plus de pluie pour les récoltes. OK. Et quand il revient, personne ne le reconnaît. Il a changé d'apparence. OK. Il n'est plus du tout celui... Pourtant, il a la même voix. OK. Et ce nouveau... En fait, c'est un faux Dolène. Ce faux Dolène, celui qui se fait passer pour ce dragon protecteur, va convaincre les habitants qu'ils doivent récolter davantage et construire avec les arbres des charrues pour récolter encore plus et que ça leur apportera le bonheur. Évidemment, l'histoire, après que les forêts sont détruites, l'histoire va bien se terminer parce que les habitants vont finalement se rendre compte qu'il n'est pas question de Dolène et qu'ils doivent aller tous ensemble le retrouver. Le retrouver, oui. Ouais. Et donc, ça se termine très bien. C'est un album magnifique, avec peu de mots, tout en douceur, mais aussi en émotion, sur l'importance de vivre en harmonie, sur l'entraide et l'environnement. C'est magnifique. Donc, on traite aussi, il est question de surconsommation, j'imagine, par la bande. En tout cas, de l'exploitation de la nature. Et voilà, donc ça remet en question, je vois plein de belles discussions à faire. Mais au-delà de ça, l'illustration est tellement belle que effectivement tout ça amène à un album magnifique. Ça fait du bien. Oui. Bravo. J'ai aussi un autre album, Hazel et Rose, de Caroline Magerle, aux éditions 2. On l'aime, elle. On l'aime, c'est magnifique. Elle aussi, elle fait le texte et l'illustration. Et dans cet album, elle met en scène Rose, une petite fille qui vient d'arriver avec sa famille dans une nouvelle ville. Elle a besoin de réconfort, cette petite Rose, et elle va envoyer un vœu dans l'univers. Et c'est là que cet album sur le déménagement, la perte des repères et la résilience devient vraiment une œuvre d'art. Parce que Caroline Magerle, elle nous fait une double narration. Alors, on a des pages qui nous racontent l'histoire, qui nous montrent Rose et sa famille, et alternées avec des doubles pages magnifiques où, sans texte, on voit la narration, l'histoire de ce petit personnage qui ressemble à un petit chien ou un lapin qui est en train de venir et de faire un voyage sur les vagues et l'océan. Et en alternance comme ça, c'est de toute beauté. Évidemment, c'est ce souhait qu'elle a fait d'avoir du réconfort. Et ce petit Hazel va arriver jusqu'à elle. C'est beau. C'est un dessin à l'aquarelle d'une douceur, mais vif en même temps,
plein d'expressions et donc plein de mouvements. Alors, encore une fois, un album très poétique. Elle a l'habitude de ça. Oui. Et divinement traduit par Christiane Duchesne, qui fait des traductions ici au Québec. Génial. Ouais. Et oui, c'est intéressant parce que Caroline Magel, le thème du voyage, c'est beaucoup dans ce qu'elle écrit, ce qu'elle dessine et ce qu'elle a vécu aussi. Ah, ça, je ne savais pas, mais oui, je peux imaginer. Oui, elle est arrivée en Australie de parents allemands et elle a vécu pas une déportation, mais ça la touche beaucoup. Ah ben voilà, donc oui, puis même dans son illustration, il y a beaucoup de mouvements. Tout à fait. Ça paraît aussi. Excellent. Et je termine avec un documentaire pétillant et fascinant. Vous savez, moi, les histoires, j'adore ça. C'est pour ça que je suis libraire, mais je suis très fan des documentaires aussi. Et là, les éditions La Pastèque nous offrent Quel chantier? Attention, cerveau au travail, d'Éric Harvey-Girard, qui est un scientifique, et Stéphane Poirier aux illustrations. C'est beau, c'est punché, c'est des illustrations vives et on apprend plein de choses sur le cerveau. Est-ce que tu savais, Marie, que notre cerveau est composé d'environ 86 à 100 milliards de neurones? Mon Dieu, c'est beaucoup? Oui, c'est beaucoup. C'est plus que le nombre d'étoiles de notre galaxie. Aïe, aïe, aïe. Oui. Alors ça, c'est une des informations, mais il y en a plein et c'est concis, c'est beau, c'est pétillant. Je trouve qu'ils ont vraiment réussi à nous produire un documentaire qui peut être accessible à partir de 9 ans environ. Fabuleux. Ouais. Beaucoup d'informations dans un graphisme extraordinaire qui nous montre en fait comment tout le cerveau fonctionne et l'évolution du cerveau et qu'il est en éternelle construction. Et c'est pour ça qu'il y a des petits bonshommes d'ouvriers de chantier. Ouais. C'est de toute beauté et très pertinent. C'est intéressant pour les lecteurs qui ont le goût d'apprendre des choses. Oui. On peut, puis pour les lecteurs plus jeunes, on peut leur lire aussi. Oui, tout à fait. Oui. Puis c'est le fun parce que c'est des petites capsules et les pages sont tellement dynamiques, donc ça convient à un large public. Alors, on va retrouver tous les titres de vos suggestions, vos propositions sur le site de l'émission. Je vous remercie. Je te remercie. On se dit-tu? Oui, on se dit-tu. On se dit-tu, Katia? Merci, Katia. Au plaisir d'une prochaine rencontre, que ce soit à la radio, on vous écoute, on t'écoute, ou à la librairie Le Port de Tête. Oui, je vous attends. Ouais. Merci. Au plaisir. Beaucoup. Je m'appelle Florence, j'ai 12 ans, puis moi, mon livre coup de cœur, c'est L'Iliade de Audrey Archambault. J'ai adoré ce livre parce que ça parle beaucoup d'animaux, puis le livre, il est rempli de couleurs, puis ça fait plus beau dans la page. Aussi, j'aime son style d'écriture comme si c'était un journal. Restez avec nous. Après cette courte pause, je reçois Marie-Josée Lompré qui enseigne à des enfants du primaire hospitalisés pour de longs séjours. On parle avec elle de l'un de ses élèves, Grégoire Laroche, auteur du livre Les mystérieux toutous, malheureusement décédé en novembre dernier. Ses parents, Mathieu Laroche et Évelyne Lemay, accompagnent Marie-Josée dans cette entrevue émouvante. À tout de suite. Bienvenue à cette seconde partie d'Images et mots à voix haute. Dis-moi ce que tu lis. Dis-moi ce que tu lis, c'est le moment de l'émission où on rencontre des gens qui lisent et qui parlent des livres jeunesse. Aujourd'hui, c'est une entrevue exceptionnelle qu'on s'apprête à vivre. D'abord parce qu'on reçoit une enseignante d'exception, Marie-Josée Lompré, qui œuvre à l'hôpital de Montréal pour enfants auprès d'élèves qui sont admis pour de longs séjours. Bonjour Marie-Josée. Bonjour. Et aussi parce que Mathieu Laroche et Évelyne Lemay vous accompagnent en studio. Bonjour à vous deux. Bonjour Marie. Bonjour. Mathieu et Évelyne, vous êtes les parents de 2 petites filles et de Grégoire Laroche, avec qui vous avez travaillé, Marie-Josée. Grégoire qui a écrit et publié le livre Les mystérieux toutous et qui, malheureusement, est décédé en novembre dernier. D'abord, toutes mes condoléances à vous trois, parce que Grégoire a marqué vos vies. Mathieu et Évelyne pendant 10 ans, Marie-Josée pendant les 2 dernières années.
On va prendre le temps de célébrer les talents de Grégoire et de parler de son livre tout à l'heure, si vous voulez. Mais d'abord, j'aimerais comprendre, Marie-Josée, les particularités de votre travail d'enseignante en milieu hospitalier. Comment ça fonctionne? Est-ce que vous êtes associée à un centre de service scolaire et à un hôpital en particulier? Oui, eh bien, le service scolaire en milieu hospitalier est rattaché au Centre de service scolaire de Montréal. On est 21 enseignantes et enseignants à œuvrer dans 3 centres hospitaliers. Il y a l'hôpital de Montréal pour enfants où je travaille. Il y a aussi l'hôpital Sainte-Justine et le centre de réadaptation Marie-Enfant. Okay. Il y a 8 enseignants pour le primaire, 13 pour le secondaire et on enseigne dans les départements de pédiatrie et de pédopsychiatrie. OK. Oui. D'accord. Je ne savais pas ça. J'apprends des choses. Et qui sont ces enfants que vous accompagnez? Donc, il y en a au primaire, au secondaire? Oui, exactement. C'est vraiment, il y a des enseignants dédiés pour le primaire, des enseignants dédiés pour le secondaire. Et puis, ce sont des enfants qui ne peuvent pas fréquenter l'école pour un certain temps en raison de leurs conditions médicales. Pour certains, ce sont des longs traitements qui les attendent. C'est le cas, par exemple, en oncologie. Pour d'autres, ça va être des traitements réguliers de quelques jours par semaine, si je pense à l'hémodialyse. Pour d'autres, ça va être des cours ou des moyens séjours pour différentes raisons, mais pour lesquels on va quand même offrir un enseignement pour ne pas qu'ils soient trop en retard à leur retour à l'école. Bien, c'était ça, ma prochaine question. Vous leur enseignez quoi? Oui. Et comment, dans le fond? Oui. En fait, les 2 matières de base sont les matières à enseigner d'abord, donc le français et les mathématiques. Okay. Mais moi, pour ma part, au primaire, je me permets d'enseigner l'univers social ou les sciences pour les enfants qui ont un intérêt marqué pour ces matières-là. Ouais. Et quand le temps me le permet, donc quand c'est des longues hospitalisations, c'est sûr que je peux aller un petit peu plus loin. Vous promenez avec un chariot, du matériel? Oui, exact. Dans le fond, je me promène d'une chambre à l'autre avec mon petit chariot rempli de matériel. Et puis, l'objectif, c'est vraiment de poursuivre la progression des apprentissages comme si l'enfant n'était pas parti de l'école. Donc, comme ils ne peuvent pas aller à l'école, c'est l'école qui vient vers eux. Donc, il y a une collaboration qui est faite avec les écoles d'origine. On communique avec les enseignants des groupes classes et puis on demande le plan de cours. On essaie de suivre ça. Et quand vient le temps des bulletins, les enfants sont même évalués. Donc, ils ont des notes au bulletin parce que le but, c'est vraiment qu'ils poursuivent leur cheminement scolaire. C'est pas parce qu'ils ne peuvent pas aller à l'école qu'ils ne peuvent pas apprendre et poursuivre leurs apprentissages. Donc, il y a vraiment un objectif de poursuite et aussi d'apporter vraiment une normalité dans leur vie. D'accord. Donc, le volet instruire est vraiment traité. Oui, tout à fait. C'est instruire dans le plaisir. C'est ça. On n'oublie pas ça. Ouais. Puis, bon, la prochaine question n'est pas innocente. Ici, on fait beaucoup de place à la littérature jeunesse. Qu'est-ce que vous faites comme place à la lecture, à l'écriture? Oui, eh bien, comme je disais, j'ai un chariot dans lequel je mets plein de matériel pédagogique et c'est sûr que dans ce matériel-là, j'ai toujours des livres parce que quand je pars enseigner, j'ai pas seulement un plan de match parce que je peux me retrouver devant un enfant qui est pas en forme une journée. Ouais. Alors, quand mon plan A, B ou C est tombé à l'eau, le plan de lire des livres, c'est toujours un plan qui fonctionne. Ouais. On peut travailler tellement de choses avec la lecture des livres et souvent les enfants se rendent même pas compte qu'ils travaillent. Ça fait. Donc, c'est sûr que lire des livres, c'est toujours une option qui est bonne quand l'enfant n'est pas assez en forme là, pour faire peut-être des mathématiques. Grégoire, c'était jamais son cas parce que lui, il était toujours prêt à faire n'importe quoi. Mais bref, j'ai toujours des livres, donc j'aime ça lire des livres avec les enfants. Pour l'écriture, j'aime beaucoup faire des projets concrets. Souvent, on va écrire des lettres à l'école ou à des amis ou bien justement faire des petits livres maison. C'est des projets que je fais souvent. Avec Grégoire, c'est la première fois que c'est allé aussi loin, mais les enfants aiment bien avoir un petit produit fini de leur écriture. Oui, donc, ça donne un sens aussi. Exactement. À ce qu'on fait, on écrit pour quelqu'un ou pour quelque chose. Oui, exact. C'est ça. C'est dans ce contexte-là que vous avez travaillé avec Grégoire pendant 2 années. On l'a dit, Marie-Josée. J'aimerais que vous nous racontiez, Evelyne, Mathieu, vous intervenez quand vous voulez, l'histoire derrière le livre de Grégoire, Les mystérieux toutous. Comment cette idée d'écrire et de publier ce livre est-elle née? Ça a commencé avec Marie-Josée? Oui, c'est ça. En fait, Grégoire était aux soins intensifs. Puis, au départ, c'était vraiment une simple écriture scolaire. Mais là, Grégoire s'est mis à me réciter toutes ses idées et il allait tellement vite que j'arrivais pas à tout noter. Puis là, il me chicanait parce que j'écrivais pas assez vite.
Puis l'infirmière qui était présente dans la chambre était complètement bouche bée parce qu'il faut comprendre que Grégoire, à ce moment-là, avait une situation médicale très fragile, mais au niveau cognitif, ça paraissait pas du tout. Okay. Donc, il allait vraiment vite. Vif d'esprit. Ah là là, c'était incroyable. Et là, bon, cette journée-là, on a écrit une bonne partie de son histoire. Les journées suivantes, on a continué à écrire l'histoire. Ensuite de ça, on a pris des photos pour illustrer les aventures de ses toutous, parce que l'histoire parle d'aventures de ses nombreux toutous. Et puis, on est arrivé à un produit fini. Et la journée de présentation du petit livre audio numérique qu'on avait fait a été présentée la journée de la fête d'Evelyne. Donc, Grégoire était content parce que ça lui faisait un cadeau de fête. Puis là, je peux peut-être laisser pour ses 40 ans. Mathieu et Evelyne continuer. Ah oui. Donc, c'était pour les 40 ans d'Evelyne. C'était la journée de ses 40 ans. C'était une journée spéciale aussi parce qu'on se bataillait pour avoir une place, un accès, un soin, comment on appelle ça, Evelyne? Un protocole expérimental. Oui, à Toronto. Pour un médicament spécial. Oui, un médicament spécial. Parce que la chimio ne fonctionnait plus, puis c'était comme la chance qu'il y avait d'essayer quelque chose, mais c'était bien compliqué. Fait qu'on était dans les médias aussi là, pour faire débloquer. Oui. C'est la journée qu'on avait appris qu'on avait le hockey pour partir à Toronto pour l'essayer. C'est la journée de ma fête et la même journée qu'il a présenté le livre avec Marie-Josée. Puis c'était tellement un beau projet que c'est là que Mathieu, là, son papa, a dit « on devrait le publier. » En même temps, dans le livre, Grégoire, dans son livre, dans son histoire, fait référence à ce médicament, c'est ça, hein, parce que c'est ce qui arrive dans le livre. Les toutous sont touchés par une goutte de ce médicament spécial, puis là, l'aventure commence. C'est ça, l'histoire. Oui. Il était très au courant, Grégoire, donc, de la possibilité de ce médicament-là et de l'effet que ça pouvait avoir. C'est tout près une vie. Oui, c'est ça. Ça montre un peu que, selon lui, le médicament lui redonnait vie. Oui. Oui, puis c'est très beau dans le livre, puis c'est avec ses yeux d'enfant, il y avait la magie qui était là aussi. C'est formidable comment c'est traduit là. Moi, j'aimerais rappeler que il y a une histoire aussi dans le livre, il y a une histoire derrière le livre, et il y a une histoire magnifique pour tout ce qui concerne l'illustration de ce livre-là. Parce que c'est 14 illustrateurs qui se sont chargés d'illustrer ce livre-là. Comment ça s'est passé, cette formidable histoire de collaboration? C'est une idée à Marie-Josée. Oui. En fait, c'est pas mon idée. J'ai une collègue, la conseillère pédagogique au service scolaire en milieu hospitalier, Marie-France Despatie. C'est une amie de Jean-Paul Hyde, l'illustrateur. Et elle m'a suggéré de l'appeler parce qu'elle m'a dit c'est sûr qu'il va être intéressé par le projet. Et elle a eu raison parce que dès qu'il a reçu le petit livre de Grégoire, il m'a tout de suite appelé. Il trouvait le livre de Grégoire génial. Il était prêt à embarquer, mais il me disait que c'était beaucoup trop de travail pour un seul illustrateur. Oui, donc, c'est lui qui a écrit Le Petit Astronaute, hein, pour exactement. La petite histoire. D'accord. Une très belle bande dessinée. Donc, lui a eu l'idée de former une équipe de 14 illustrateurs pour que chaque illustrateur fasse un dessin dans le livre de Grégoire. Donc, on trouvait l'idée géniale. Grégoire était vraiment emballé par l'idée. Et à partir de ce moment-là, ça a été assez magique parce que Jean-Paul Hyde a rassemblé 14 illustrateurs très rapidement. Il y en a plusieurs que Grégoire connaissait d'ailleurs. Puis là, les dessins arrivaient les uns après les autres. Moi, j'ai eu la chance je montrais un dessin par jour à Grégoire. Donc, c'est moi qui avais la chance, avec Mathieu et Evelyne, de voir les petits yeux de Grégoire briller à chaque fois qu'il voyait un nouveau dessin. Donc, ce projet-là, il est beau, mais en plus, il est vraiment spécial parce qu'il y a vraiment un gros travail de collaboration derrière ça, un gros travail en fait, c'est beau parce que ces gens-là ont foncé et ont accepté de tout cœur de faire ce projet-là. C'est une aventure humaine formidable. Oui, c'est une très belle histoire de collaboration, justement. Oui, tout à fait. Moi, je voudrais qu'on les nomme, ces personnes-là. Il y a Marie-Lie Bernard, qui est designer graphique, qui a pris en charge toute la mise en page du livre. Bénévolement. Et quand on lui a parlé, c'est une amie de la cousine Evelyne
On s'est dit, un designer graphique, ça, peut-être qu'elle pourrait embarquer comme si c'était un petit projet. On Mais voyait quand pas l'ampleur de ce qu'on lui demandait. Finalement, Marie-Lé, on lui a dit merci plusieurs fois. On pourrait dire merci à la radio encore devant tout le monde. Oui. Parce que c'était beaucoup plus grand que ce qu'on n'avait pas de connaissances là-dedans. Mais designer un livre comme ça avec le texte, faire juxtaposer les images au bon endroit, puis l'assembler correctement pour l'impression après, c'est une job assez complexe. Puis c'est 14 visions différentes, parce que c'est 14 personnes différentes qui ont illustré la même histoire, puis il y a un fil, il y a quelque chose qui... Ça continue dans l'histoire. Je les nomme, en plus de Jean-Paul Hyde, il y a Élodie Duhamel, Pascal Constantin, Jimmy Beaulieu, Julien Paris-Sorel, Chloé Baillargeon, Annie Grovy, Rémi Simard, André Martel, Caroline Lavergne, Laurie Forêt-Le Chasseur ou Lulune, Jacques Goldstein, Laurent Pinabel et Pascal Sévigny-Vallière. Quand même, on les remercie tous parce que c'est vraiment un collectif formidable. Puis dans l'histoire, il y a un lien avec le joueur de hockey du Canadien Nick Suzuki. C'est quoi ce lien-là? Qu'est-ce qui est derrière ce lien-là? Bien, c'est sûr qu'à l'hôpital aussi, ils ont des visites. Là, dans l'année, Grégoire était souvent super hospitalisé. Puis il y avait eu la visite de joueurs du Canadien aussi, peu de temps, donc avant Noël. Puis qu'il avait fait la rencontre de Nick Suzuki à ce moment-là. J'imagine que ça lui a fait penser là, de sa multitude d'idées foisonnantes. Il a pensé, puis il l'a rajouté à son histoire. Environ un mois avant, à peu près 4-5 semaines avant qu'il écrive l'histoire. OK. Fait que ça a mijoté, là. Ça a mijoté. Je pense qu'il était content, il aime le hockey, donc on écoutait souvent les matchs à l'hôpital aussi. Fait qu'il l'a ajouté à son histoire. Puis encore une fois, pour pouvoir mettre son nom dans le livre, Marie-Josée était encore super impliquée pour vraiment communiquer avec la NHL pour avoir son accord, parce qu'on ne peut pas mettre son nom dans le livre sans son accord. Avec les droits pour le logo des Canadiens. Oui, aussi. Mon Dieu, il y a tout ça. Il faut penser à tout ça. Oui, à tout ça. Ben, c'est Jean-Paul Hyde qui nous a dit on peut pas dessiner, on peut pas mettre son nom, mais là, comme Grégoire aimait beaucoup le hockey, on s'est dit, OK, on tente notre chance, on essaie, et ça a été super rapide. Après quelques courriels, c'est ça, c'est un directeur de la LNH à qui j'ai parlé, M. Martin McQuaig, puis lui a appelé directement Nick Suzuki. Nick Suzuki a tout de suite accepté, puis même qu'il se souvenait de Grégoire parce qu'on lui avait envoyé une photo de lui, donc il se souvenait de sa rencontre avec lui, donc ça lui a fait plaisir d'accepter de participer, dans le fond, d'être présent dans le livre. Il a remarqué beaucoup de gens, ce Grégoire. Martin McQuaid, il travaille à Toronto. Je pense que ses bureaux sont dans le temple de la renommée du hockey, sinon pas très loin. Puis on a eu beaucoup de séjours à Toronto. Puis on n'a jamais pu le réaliser, mais il avait invité Grégoire à faire une visite personnalisée du temple de la renommée avec une visite un peu VIP. On attendait que Grégoire soit assez en forme pour le réaliser. Mais ça n'a pas eu lieu. Non. Mais l'invitation était là. Il a marqué beaucoup de personnes parce que Martin McQuaid, il avait acheté aussi 4 livres pour lui ou ses enfants, sa famille. Puis quand il a reçu les livres, il nous a fait un suivi pour dire que c'était magnifique, il était content de la collaboration de c'est intéressant. la NHL derrière ce livre-là. Formidable. Quel genre de lecteur il était, Grégoire? Et c'est un très grand lecteur. Compulsif, là, vraiment? Oui, il lisait beaucoup. Le temps. Puis il était jamais sur sa tablette, notre petit coco, par rapport à d'autres enfants qui pourraient être facilement sur leur tablette, parce qu'à l'hôpital, le temps peut être long, là. Donc c'est facile de tomber dans cet engrenage. Mais lui, il faisait des Legos, puis il lisait. C'était ses passe-temps vraiment favoris. Tellement qu'il y a la bibliothèque de l'hôpital où il donne des livres aux enfants. En y allant, c'était un livre à la fois, mais rapidement, il s'est fait ami avec la petite dame qui était là, parce qu'un livre, des fois, il y allait le vendredi, c'est un livre pour la fin de semaine. Non, je n'ai pas assez. Non, j'aurais fini ce soir. C'est ça, il dit, moi, la fin de semaine, c'est parce que c'est vendredi, samedi, dimanche, puis le temps que vous ouvriez lundi, il m'en faut plus que ça. Alors, il y avait des collectes de livres à l'amener dans le backstore, dans l'entrepôt, aller voir d'autres livres, ouvrir des boîtes, parce qu'à un moment donné, ils avaient toutes. Là, au final, on a des collections de livres à la maison de façon vraiment surprenante. Il connaissait tous ses numéros par cœur aussi. Par exemple, d'une collection populaire auprès des enfants, là, les livres de l'agent Jean. Il savait qu'il manquait le 3, le 7, le 9, puis la bibliothécaire proposait toujours des livres. Lui, il dit non, arrête de me proposer, il me manque le 3, le 7, le 9. Pas besoin de tout me les proposer. En fait, quand
la maladie s'est déclarée il y avait 8 ans. Oui. Donc, c'était... Quand toi, tu as travaillé avec lui, ou vous avez travaillé avec lui, Marie-Josée, il était de niveau 3e et 4e année, c'est ça? Oui, il a commencé Deuxième avec moi en cycle. 3e année, ensuite la 4e, puis cette année, il était de 5e année. Et ce qu'il aimait lire, c'était surtout de la fiction ou c'était des livres qui informent? Qu'est-ce qu'il préférait? Beaucoup de livres pour enfants, c'est sûr. C'est le BD, un BD peu, aussi. BD. Les livres d'Alice. Beaucoup de trucs aussi sur l'espace aussi. Il connaissait plein de choses. Puis il y avait une mémoire photographique incroyable. Des fois, on demandait, tu peux me dire c'est quoi la superficie du Soleil? Ben c'est ça. Comment tu sais la réponse? Ben, je l'ai lu l'autre jour. OK. Il avait reçu un livre d'astronomie, puis il retenait toutes ces choses-là, lui. Il était assez aride. Ouais. Formidable. Lors du dernier Salon du livre de Montréal, il y avait un kiosque qui était prévu et Grégoire devait y être. Encore une fois, il y a eu un spectaculaire mouvement de collaboration. J'aimerais que vous me racontiez comment les choses se sont passées. Grégoire est décédé un mardi. Le Salon du livre commençait le 18. Le Salon du livre commençait le mercredi, tout à fait, le lendemain. Le lendemain. Puis, on voulait être présent au Salon du livre. Lui aussi, il aurait aimé y aller parce qu'il avait l'autorisation de faire des dédicaces. Oui. Comme les auteurs ou les illustrateurs que lui-même suivait. Oui. Fait qu'il allait être le héros parmi ses héros. Mais oui. Puis, il n'y avait pas la forme de toute façon dans les derniers jours pour s'y rendre, mais il aurait pu, s'il avait été encore avec nous, il aurait pu participer peut-être en vidéoconférence. On aurait trouvé une solution pour lui faire vivre ce moment-là, mais le mardi est décédé. Le mercredi, on a décidé d'aller... Vous avez décidé d'y aller quand même? C'est le jeudi. Le jeudi, oui. Le jeudi. Puis quand vous êtes arrivé, le kiosque était... Sobre. Disons-le comme ça. Tiens, c'est joli, ça. Oui. Gris. Puis qu'est-ce qui n'est pas l'image de Grégoire et même de notre famille. On est assez colorés dans notre vie, dans notre façon de positive, notre façon d'approcher les choses. Puis ça ne représentait pas Grégoire, ni nous avec Grégoire. Donc Marie-Josée a eu l'idée d'aller décorer. Décorer le kiosque. OK. Et pas toute seule, hein? Non, c'est ça. Il y avait Mathieu et Evelyne, leur grande fille Pénélope. Il y avait les grands-parents. Il y a même eu Alex A. et Laurie Forêt-le-Chasseur qui sont venus aussi. Qui est une des illustratrices du livre et aussi. qui devait rencontrer Grégoire. Les deux devaient rencontrer Grégoire le mercredi. Il avait prévu, mais on n'a pas pu faire cette rencontre-là. Mais ils sont venus nous aider à décorer. Donc oui, on a apporté des toutous, des photos. Il y avait des collants de tout ce qu'ils aiment. Donc des collants de l'espace, des collants de sushi. Grégoire adorait les sushis. Des collants de hockey, de baseball, des schtroumpfs, de Bart Simpson. Donc on a décoré ça... pour que ça soit bien, bien à son image. Ça attirait beaucoup l'attention des enfants. On dirait que le kiosque était peut-être un niveau plus bas. Et les enfants qui passaient devant avec les parents qui, eux, passaient vite. Les enfants tournaient le regard vers le kiosque, puis il se passe quelque chose là, sans savoir pourquoi. Les parents avaient comme une tendance à tirer par la main le bras de l'enfant. Non, on continue, on s'en va à un auteur très connu au fond avec un gros line-up. Mais on dirait que les enfants disaient... Il se passe quelque chose ici. Déjà, il y a des toutous, il y avait des cubes Rubik. Ça attirait les regards des enfants. Des photos. On avait David Saint-Jacques avec Grégoire dans les bras et le livre Les Mystérieux Toutous. Fait que ça attirait beaucoup le regard des enfants, on l'a remarqué. Puis moi, j'étais en mission cette journée-là pour vendre les livres, faire la promotion. Puis à chaque fois qu'il y avait un enfant qui arrêtait, je disais, est-ce que tu connais le livre Les Mystérieux Toutous pour que les parents s'arrêtent? Puis leur expliquer ce qu'il y en est. Puis... on a vendu dans cette journée-là. On est retourné le lendemain, finalement. Oui, mais je pense que Mathieu, ça te faisait du bien. C'était thérapeutique. C'était thérapeutique. Il parlait à tout le monde qui s'arrêtait devant. Pas moi, mais c'est chacun sa façon. Chacun sa façon de réagir. Moi, je voulais, si quelqu'un tu connais pas le livre des Mystérieux Toutous, ben voyons donc. Donc là, j'expliquais ça. Les parents achetaient un livre souvent, plus souvent qu'autrement. Puis le lendemain, on est retourné. Avec d'autres livres. Ou le surlendemain. Oui, parce qu'on était sold out. C'est ça. Il a manqué de livres. L'album est bilingue. Pourquoi? Nous, on était suivis au Children's, à l'hôpital de Montréal pour enfants, qui est à la base un hôpital anglophone, même si nous, on est francophones. C'est bilingue à l'hôpital, là, vraiment, mais il y a des familles anglophones aussi. Donc, on s'était dit, si on veut que ce soit plus accessible pour tout le monde,
c'était un devoir d'école aussi de le traduire en anglais. Oui, aussi. C'est vrai, c'est intéressant. Autre matière, on fait des liens. Au niveau de la logistique, on s'est dit, si on s'en va dans des librairies, on ne veut pas avoir à gérer deux items, un français, un anglais. Donc, si on met tout ça dans un, c'est plus facile à gérer pour pas avoir à dire combien de copies francophones et anglophones on imprime. Oui, donc c'est fait, là. Le choix est fait. Et le livre est toujours disponible. On peut le trouver notamment sur le site leslibraires.ca, dans la majorité des librairies, et à l'adresse que je vais déposer en lien sur le site web de l'émission, www.cartouche au pluriel certifié sans accent EES.com. Puis on s'inquiète pas, là, je vais mettre l'adresse sur le lien, comme ça les gens pourront cliquer dessus. À quoi servent les profits de la vente de l'album? Ça, c'est Mathieu qui répond à ça, hein? Non? Ou c'est Evelyne? On remet tous les fonds, en fait, là, à la Fondation de l'Hôpital de Montréal et à l'UQAM. Et à l'UQAM. Oui, tous les profits. Puis, il y a ces deux fondations que Grégoire a utilisées beaucoup pendant ces séjours, la Fondation de l'Hôpital, parce qu'on était à l'hôpital même, donc il y a beaucoup d'encadrement, des petits cadeaux, des activités organisées pour Grégoire. Oui. Et en même temps, le camp, Grégoire a profité de beaucoup de massages de le camp à l'hôpital. Il adorait ça. 3 fois par semaine, il y avait ses massages pour le bien le détendre. Puis des fois, les parents, on avait notre tour de massage, mais le camp, c'est surtout un soutien aux familles et un soutien aux patients. Ouais, pendant, même après aussi, là, pour ses sœurs aussi. Ouais. On en bénéficie encore en ce moment, nous, comme famille endeuillée. Mais vous faites bien. C'est parfait, ça. C'est des services qui font fondations. Il y avait existé plusieurs fondations, mais on ne voulait pas trop dissoudre le montant à remettre. Ouais. Puis, entre autres, le projet de Grégoire, pas un stimuli, mais un objectif qu'il avait, c'était d'avoir une chambre à son nom. Oui. Parce que les chambres il y a beaucoup de pièces commanditées à l'hôpital. Oui. Puis par la fondation Untel, l'entreprise Untel. Puis il y a des chambres qui n'ont pas de nom encore. Donc on s'est dit on pourrait avoir une chambre pour immortaliser Grégoire, qui serait la chambre de Grégoire au lieu de la chambre numéro 8. Pour ça, oui, on a déjà assez d'argent avec l'hôpital de Montréal, la fondation de l'hôpital pour ça, mais on a un objectif plus grand pour plus de reconnaissance encore envers le personnel soignant qui l'a traité. Ce serait le poste des infirmières. Le poste des infirmières, comme il y a 2 portes de chaque côté, il coûte 2 fois plus cher. Donc, on peut dire qu'on a à peu près la moitié du budget pour ça. Donc, on continue à vendre des livres, à peut-être éventuellement faire d'autres activités qu'on n'a pas encore déterminées. Génial. Pour atteindre, je pense, 225 000 à peu près pour la chambre au nom de Grégoire. C'est surtout que cet argent-là va aller à la recherche aussi avec la Fondation. Là, parce que Grégoire, il aimait ça voir grand comme son père, avec l'idée de publier le livre. Donc, Grégoire, lui, c'est rien de moins que le plus gros. Oui, hein? C'est ça. Donc, on va poursuivre son idée. Là, en bon entrepreneur. C'est ça. Il nous reste... On va immortaliser Grégoire au lieu de dire, quand tu es à l'hôpital, on entend souvent un message à l'intercom, les infirmières sont appelées... pour le report, pour le rapport journalier, dans la chambre des infirmières, dans le all the nurse at the report in the meeting room. On trouvait que c'était plate d'entendre ça. Et on dit, maintenant, ils vont dire dans la chambre de Grégoire ou de son surnom, dans la chambre de Grégou, dans la chambre des mystérieux toutous. Puis on va s'en rappeler. Comme ça, c'est une belle idée. Tous vraiment les jours, on va très, parler très de lui. Belle idée. Ce livre-là, Marie-Josée, Mathieu, Evelyne, c'est comme un héritage important que Grégoire nous laisse. Qu'est-ce que son passage dans votre vie représente aussi? C'est la question à 1 000 $. Est-ce que vous voulez que je commence? Ben oui, Marie-Josée. C'est sûr que toute mon expérience avec Grégoire, ça va rester un chapitre vraiment marquant dans ma vie. Moi, j'ai parlé de Grégoire et de son livre à ma famille, à mes amis. Puis, son livre a une place bien privilégiée dans ma bibliothèque. Mes 2 enfants ont son livre. Puis, c'est sûr qu'un jour, je souhaite le lire même à mes petits-enfants. Puis, je vais être fière de dire que moi, j'ai connu ce grand auteur-là qui est mon auteur préféré. Puis, je vais être fière de parler que c'était un garçon exceptionnel, qui avait un courage incroyable. Donc, ce livre-là va toujours exister. Alors, c'est un legs important. C'est tellement un grand legs qu'aujourd'hui, sa sœur de 8 ans, Pénélope, fait une présentation orale sur un livre qui a marqué dans le cours de français. Puis elle a choisi le livre Les mystérieux toutous de son frère. Non, c'est mieux. Elle avait intérêt. Merci beaucoup. Evelyne, le mot de la fin?
Ah, ben c'est ça, c'est mon petit garçon. Fait que pour moi, il a toujours été impressionnant. Il abandonnait jamais. Non. Il se plaignait pas. Il était bon, vraiment. Je voudrais vous remercier tous les trois d'avoir pris le temps pour cette entrevue. Marie-Josée, Mathieu, vous voulez ajouter quelque chose avant la fin? Que Grégoire a gagné, a été nominé pour le prix jeunesse de la Fondation de l'Hôpital 2026 pour avoir marqué l'hôpital, sa contribution. Donc, c'est un gros honneur. Ça vient avec 10 000 $ qu'on remet dans son objectif à Grégoire. Puis, pour continuer à encourager ça, mais il y a le bal des tannants avec la Fondation de l'Hôpital. Donc, on va aller représenter Grégoire à son bal des tannants. Génial. C'est un beau prix pour une belle reconnaissance. Une belle reconnaissance, tout à fait. C'est l'enfant de l'hôpital de cette année-là. Alors, on pense à lui, vraiment. Marie-Josée, je vous remercie pour votre présence bienveillante auprès des enfants. Pour beaucoup de petits, de jeunes à l'école, l'apprentissage, c'est une stabilité, des projets, la motivation, puis c'est ce que vous leur offrez dans un contexte où ils et elles en ont vraiment besoin. Mathieu, Evelyne, merci pour votre présence ici aujourd'hui, pour votre implication de tous les instants pour que la mémoire et le courage de Grégoire continuent de briller. Prenez soin de vous. Merci. Merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je remercie les invités et collaborateurs Natacha Boutillier et Camille Lavoie, Katia Courteau, Marie-Josée Lompré, Mathieu Laroche et Evelyne Lemay, Micheline Brûlé pour le soutien à la préparation, Mathieu Tessier en régie au montage et à la mise en onde et Jean-Sébastien Laliberté, directeur de la radio. Au plaisir de vous retrouver le mois prochain à la mi-avril.